15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année ensemble avec mon invité, chanteur du groupe Naive New Beater sous le nom de David Boring. Comme moi, vous l'avez peut-être découvert ou redécouvert à la télévision dans le rôle de Francis dans la série Benoît Gênant de Eric Laven avec Artus. Nous avions reçu Ornella Fleury pour en parler. Aujourd'hui, le comédien Esteban est le rôle principal de la comédie épouvante Va des rétros au cinéma le 31 décembre. L'occasion comme toujours de découvrir ou redécouvrir notre invité sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Esteban. Salut. Je suis ravie. Je savais pas que c'était la dernière de l'année là. Oui, écoutez, on est en fin de saison, règle générale un petit peu avant les vacances de Noël et de Hanouka, on essaye de lever un petit peu le pied. C'est sympa de m'inviter pour la dernière. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui à Esteban. Vous étiez venu, je crois, une fois sur cette antenne pour une interview. Je suis ravie de vous découvrir dans cette émission qui cherche, qui tend à savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On va voir. On va me démasquer, ça veut dire? On va essayer. Oh là là, non, il n'y a pas moyen. Moi, je vais brouiller les pistes au max. On commence alors avec le début, toujours le début. Mickaël Bensoussan, autrement dit Esteban, dit David Boring. Vous êtes né dans les années 70 à Paris. Vous êtes le fils du réalisateur Philippe Clair, notamment connu pour Déclic et des claques, qui aurait peut-être inspiré La vérité si je mens, si la presse dit vrai. Je ne sais pas. C'est vrai. Quelques infos quand même. C'est vrai que ça, c'est ce qu'il y a un peu sur Wikipédia. Mais non. Non, je veux dire Mickaël Bensoussan, parce que à la base, en fait, mon père, il avait changé de nom, il s'appelle Philippe Clair. Donc moi, je suis quand même pas né Mickaël Bensoussan. Pour rectifier, je suis né Mickaël Clair. Pour la vraie identité, mais normalement, je la dis jamais. Mais vu que vous venez de la dire, j'essaye vraiment, ça fait 20 ans, j'essaye de diffuser des pseudos, genre David Boring, Esteban, et puis là, boum, j'arrive, et puis direct, on dit ma vraie identité qui est réservée pour le fisc, en fait, pour l'administration. Donc là, je suis hyper gêné, je suis pas du tout dans mon rôle d'artiste, quoi. Là, j'ai l'impression que j'ai des factures à payer, là, tout de suite. Bon, je vous avais dit, on tente de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Je suis pas vraiment né dans les années 70, même si c'est une info assez vague. Je peux pas révéler. On dira pas la vérité. Non, on garde ce mystère. Mais je suis pas né dans les années 70 non plus. Une erreur de Wikipédia. Bon, je dirais 80. Comme quoi, il faut pas tout le temps croire Internet. Ouais, vous avez bien raison. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu, Esteban? Plutôt sympatoche. C'est vrai, j'ai un peu grandi aux États-Unis parce qu'il y a un moment, mon père, il voulait faire carrière à Hollywood, mais ça n'a pas trop marché. Mais bon, quand même, on y a été une dizaine d'années. Moi, à peu près entre 1 et 10 ans, j'étais là-bas. Donc, c'était plutôt cool, hein. C'était plutôt stylé, mais bon, je m'en souviens pas trop. Vous vous en souvenez pas trop? Mais quand même, pardon de vous couper, c'est vrai que vu qu'il était quand même en activité à cette période, on déménageait aussi un peu au gré des tournages. Et à l'époque, c'était une époque où les tournages, ils duraient un peu plus longtemps. Et puis mon père, il y allait à la prépa. Donc, je sais pas, j'ai passé peut-être 6 mois au Brésil pour le tournage, un de ces tournages. Et comment vous avez fait avec l'école du coup? J'étais là un peu... en dilettante. Ouais, vite fait, quoi. Non, mais j'avais des profs aussi et tout. Est-ce que cette information est bonne et vous allez bien sûr me contredire parce que du coup, je marche sur des œufs avec vous. Est-ce que vous avez un grand-père qui s'intitulait Isaac Bensoussan et qui était rabbin? Est-ce que ça, c'est une réalité ou c'est faux? Alors ça, c'est vrai, mais récemment, parce que j'avais une tante qui s'appelait Rama, et c'était Tata Rama, quoi. Et à son enterrement, il y a un cousin que je connaissais pas trop, mais cousin Charlie, et puis je parlais de la famille, et j'étais là, papy et tout, machin, il était rabbin, tout ça, il me fait Ah bah non, non, c'est un peu exagéré de dire ça. Et là, genre, mais vraiment, c'était il y a à peine 2 ans, genre, il y a tout mon monde qui s'effondre parce que moi, genre, j'ai grandi en me disant, ah ouais, mon père, c'était rabbin, enfin, limite, mon père, il m'avait dit, ouais, c'était le grand rabbin à Alger, machin, et tout. Et puis, en fait, le cousin Charlie, donc, que j'ai pas beaucoup vu dans ma life, mais qui est quand même apparu pour me ruiner cette info, il m'a dit, bah, c'est un peu exagéré. Disons que, oui, dans la famille, on disait, c'est le rabbin de la famille, mais
mais en vrai, de vrai. En vrai, il fréquentait que la synagogue. Non, mais c'est-à-dire, il n'était pas, genre, il n'avait pas, je sais pas quoi, le diplôme de rabbin, ou il n'avait pas le truc, quoi. Mais bon, c'était un grand religieux. Voilà, mon père, il adorait dire, ah ouais, tellement il lisait les livres religieux, ils étaient usés des yeux. Enfin, disons qu'il y avait un peu toute une poésie autour de lui, paix à son âme, et je le kiffe. C'était un grand religieux, ça c'est un fait, c'est sûr. Mais ouais, en fait, cousin Charlie m'a dit non, en vrai, c'était pas genre le rabbin du village, tout ça. Voilà, c'était un grand religieux. Il était reconnu comme tel, genre c'était soi-disant un poteau de Baba Salé, tout ça. Ok, Ouais. d'accord. Ça, si on écoute toutes les familles juives, on a tous quelqu'un en relation avec Ah Baba bon, bah Salé. alors Moi, là, la vous êtes en première, train de je me vous dis la démonter vérité. un autre truc. Donc en fait, faut- il le connaissait il faut même pas. éviter toutes les légendes autour Voilà. de Baba Donc, Salé, je crois. en vrai, voilà, soit-disant. Enfin bon, mais bon, c'était quand même un grand religieux. Voilà, c'est ce que je sais. Exactement. Il va vous enseigner une phrase, et là, vous allez toujours me contredire si c'est faux. Rien n'est grave, sauf la mort. Est-ce que vous avez gardé cet état d'esprit-là? Et en fait, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu un pied, une transition avec le film dont on va parler, parce que c'est omniprésent quand même comme sujet dans ce film-là. Val de Rétro. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais globalement, c'est vrai que c'est une phrase que mon père a toujours aimé me dire. Et moi aussi, maintenant, à mon fils, je la répète. Donc, dès que lui, il fait une connerie, il dit ah, mais non, mais ça va, rien n'est grave. Donc, en fait, ça joue limite contre moi. Et l'autre jour, il a colorié les murs avec du rouge. Et toi, non, mais ça Oh, va, c'est pas papa, rien n'est grave. Du coup, au gré de l'enfance que vous êtes en train de nous raconter et de l'éducation de votre fils, quel genre d'enfant vous étiez, vous? Quel genre de petit garçon vous étiez, Esteban? Moi, j'étais quand même globalement assez timide, en fait. Je crois que mon père, il parlait tellement fort que du coup, enfin, je l'accuse lui, mais non, mais globalement, ouais, j'étais quelqu'un d'assez timide et je sais pas, il y a un moment, mais d'ailleurs, mon père, il me disait aussi que lui, il était timide, tout ça petit, et puis il y a un moment. Je sais pas, j'ai une sorte de déclic. J'avais fait un exposé en géographie et j'avais parlé de... j'avais la région Aquitaine et là j'ai fait tout un show, j'ai distribué des pruneaux d'Agen, j'ai passé un truc de film, puis j'ai limite fait un one-man show pendant mon exposé de géographie et là je me suis dit ah ouais mais trop fun. Ensuite je suis devenu président du BDE, je faisais des speeches toutes les semaines. Ça vous a rendu populaire? Non, pas populaire, mais plus ça m'a débloqué le truc de bah ok, quand je parle en public, ça peut faire marrer les gens et puis c'est cool. Et puis j'aime bien animer en public en fait. Donc j'ai pas forcément fait des études qui me vouaient à ça, prédestinées à ça, parce que j'ai plus fait des études de d'éco, machin, de business quoi. Et mais je me disais j'ai quand même ce truc à l'oral quoi. Enfant, vous allez faire des apparitions dans des films de votre père. D'abord dans Plus beau que moi tu meurs, Par où t'es rentré, On t'a pas vu sortir, Si t'as besoin de rien, fais-moi signe. Vous partagez notamment l'affiche avec Aldo Machon, la vedette de L'aventure extraordinaire d'un papa peu ordinaire. Quel souvenir vous allez garder de ces premiers pas? Disons que c'est vrai que mon père il m'a fait commencer et c'est toujours dans le ton du film dont on va parler, c'est que sur Plus beau que moi tu meurs, j'ai mordu le doigt d'Aldo Machon. Sur Par où t'es rentré, On t'a pas vu sortir, j'ai mordu les fesses de Jerry Lewis. Et donc là dans Va des rétros, on me donne une autre chance de mordre. De mordre, en effet, voilà. de mordre une femme. Ouais, mais là vu que j'interprète un vampire puceau qui a jamais croqué de femme et puis qui a peur des femmes, là la croque est un peu plus dure pour moi. On va en parler dans un Mais instant. ouais, c'était globalement des souvenirs assez fous, quoi. Déjà d'être sur les tournages, donc je sais pas, voir les caméras. Mais j'avais un souvenir mitigé parce que mon père, quand même, c'était un peu le chef d'orchestre vu que c'était le réal. Il avait quand même une répute de bien gueuler sur les tournages. Donc moi, je l'avais jamais vu gueuler autant que sur un plateau de Cinoche. Donc j'aimais bien y être. Et en même temps, j'étais là, ouais, il me fait un peu flipper. Ça a l'air quand même de rendre les gens nerveux, les tournages. Mais je crois que c'est parce que lui, voilà, il le prenait tellement à cœur et tout. Et du coup, bon, j'essaye de pas trop être comme ça. Mais j'adore amener mon fils sur les plateaux et tout.
tout. Et je trouve qu'il y a toujours ce truc un peu magique de voir des caméras, de dire ah silence, et puis là tout le monde doit se taire. Ça vous a donné la fièvre, vous diriez? La fièvre de ce métier? Oui, parce qu'au final, il m'a toujours dit, il m'a toujours poussé à faire les trucs que j'aimais. Il a toujours dit ah ouais, t'es génie, t'es génial, c'est super tout ce que tu fais et tout. Mais en même temps, il m'a toujours dit ah moi, tu sais, je me suis fait arnaquer par tous mes producteurs. Donc avant quoi que ce soit d'artistique, il faut que tu fasses du droit, de la gestion pour pas te faire arnaquer par n'importe qui. Et donc au final, je sais pas, tu fais des études et puis tu te diriges plus au final vers des trucs artistiques parce que voilà, tu fais des études, je sais pas moi, en gestion, du coup tu dois faire un stage en gestion et nanana, et puis au final tu t'enfermes vers ce truc. Mais j'imagine que ces études vous ont aidé peut-être pour votre métier aujourd'hui, et aujourd'hui on voit bien que malgré ces études-là, vous avez pris le chemin que vous vouliez emprunter. Oui, et puis comme ça, si un producteur il veut m'arnaquer, je lui dis non, toi tu m'arnaques pas, j'ai fait des études de gestion et de droit. Et est-ce que du coup ça vous a pas plutôt donné aussi envie de produire un de vos films à un moment donné? J'ai envie de vous demander, Esteban. Non, justement, j'essaye vraiment toutes les activités artistiques. J'aime bien aider. Je sais pas, là par exemple sur Vadé Rétro, je sais que c'est un film qui a eu du mal à se financer, parce que c'est un petit film, c'est un peu politico-subversif, ça frappe un peu sur toutes les religions, toutes les croyances. Enfin, il est assez quand même touchy, on dirait en anglicisme. Ce film, et du coup il est à la fois un peu gore, un peu film d'horreur, mais bon, c'est quand même une grosse comédie, et donc c'est des films assez singuliers qui ont du mal à se produire et à être produits, et du coup ça me dérangeait pas de filer un petit coup de main. J'ai essayé de trouver des producteurs au moment où je sais pas, la post-prod, on n'arrivait plus à avoir d'argent pour faire les effets spéciaux, finir le montage, tout ça, donc ça me dérange pas d'essayer d'aller un peu chercher des gens, des financements, tout ça, mais je me suis toujours dit que j'allais quand même être plus du côté artiste et pas trop mélanger être producteur et artiste en même temps. Même en musique, j'aime pas trop, je préfère je préfère me dire ah ok, je me laisse guider en tant qu'artiste, et comme ça je me concentre que là-dessus, et mes choix sont de toute façon, même en étant juste dans l'artistique, tes choix ils sont quand même influencés par les moyens techniques et financiers que tu as. Donc si en plus tu as le nez en tant que producteur de tes œuvres, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre. Ça fait un peu conflit d'intérêt entre guillemets, voilà. Quoi. Mais pardon de vous recouper, il faut pas me laisser la parole, je suis assez bavard. Mais par exemple, là récemment, j'étais venu ici parce que aussi je sortais les DVD de mon père, aucun film avait été numérisé. Et en fait, c'est des films, les producteurs ou les studios qui les possédaient, ils les exploitaient pas du tout. Donc en fait, j'ai été, malgré moi, obligé de racheter les films et les droits des films, et je suis devenu producteur en fait de certains films de mon père, malgré moi, alors que je voulais pas mélanger. Mais en même temps, c'est son art et pas le mien. Et donc, votre père vous a très bien dirigé pour le coup, en vous disant il faut faire des études, parce que peut-être vous étiez destiné à faire cela pour lui. Esteban, je les ai pas eu cher les films, c'est peut-être ça. Grâce à lui, je les ai pas eu cher, je les ai bien négociés. Sous le nom d'Esteban, s'en suivront près d'une trentaine de films en salle, notamment La délicatesse de Stéphane et David Fuenquinos. Ah pardon, excusez-moi de vous recouper. Parce que, mais justement, on en revient au début du mytho, et c'est marrant parce que ma copine aussi, à un moment, elle m'a dit pour ton Noël, je vais t'acheter tous les DVD des films dans lesquels t'as joué. Et celui-là, vous n'y êtes pas. Non, elle m'a acheté La délicatesse, qui est un super film, Stéphane Fuenquinos. Je l'ai vu en plus. Et en fait, elle l'a acheté parce que sur Wikipédia, il y a écrit que je joue dedans. Ouais. Mais en fait, non, c'est un vrai acteur qui s'appelle Michael Bensoussan qui joue dedans. Donc, pour vous dire que c'est pour ça que je me suis permis de préciser vous faites très très bien. Voilà, et je ne m'appelle pas Michael Bensoussan, c'est un autre acteur. On est ok, La fille du 14 juillet d'Antonin Perret. Alors là, vous allez m'aider.
Perret Jatko, qui est le réalisateur de Va des Rétro, le film pour lequel je suis présent ici présent. Il va y avoir bien sûr d'autres films, Les Ex de Maurice Barthélémy, Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin Laval. Du coup, je marche vraiment sur des œufs. Le Dindon de Djalil L'Expert, Irréductible de Jérôme Commandeur, beaucoup de films, notamment Pluvieux, Édouard Pluvieux, mais aussi à la télévision, où je vous ai moi adoré dans le rôle de Francis dans Benoît Gênant, d'Éric Lavenne avec Artus et Ornella Fleury, c'était je crois sur TMC, dans de nombreux courts-métrages de jeunes réalisateurs. Vous avez aussi collaboré avec Jean-Pascal Zadi. Est-ce que vous avez un rôle rêvé aujourd'hui ? Non, parce que bon, quand même si ma mère elle dit que je joue tout le temps un peu l'idiot du village ou le mec chelou qui est sur la lune, ce qui est un compliment, hein. Et au final quand même les rôles qu'on m'a proposés ou donnés, ils campent tous quand même un perso qui est assez différent et bon voilà, je sais pas. Je prends ce qu'on me donne, j'aime bien les rôles de méchants. À un moment, je disais, j'aimerais trop faire un méchant, et puis on me l'a déjà donné, puis c'est cool, donc il n'y a pas de problème. Donc, je me satisfais de peu, tout en désirant toujours plus, je dirais. Est-ce qu'on peut considérer que le style qu'on vous offre le plus souvent, justement, c'est le côté absurde que, à mon sens, on retrouve beaucoup dans la patte d'Édouard Pluvieux, mais aussi le réalisateur pour lequel, dans le film, vous venez nous voir, Maurice Barthélémy ou encore Pef. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une patte qu'on vous propose souvent et que vous jouez le plus finalement? Absurde, je sais pas, pour moi c'est vraiment un truc différent. Je trouve que le genre de la comédie absurde, c'est des trucs complètement déconnectés des réalités, quoi. Enfin, je trouve, je sais pas, celui qui représente le mieux, c'est Quentin Dupieux, et tous ces films sont vraiment absurdes, mais qui a une forme d'humour. En fait, moi, j'aime bien ces films et tout, mais personnellement, j'ai pas l'impression d'être dans du comique absurde, ouais. C'est plus une sorte de... souvent, on m'a dit décalé, où je joue, même si c'est pas dans des films comiques, je suis souvent le personnage, un petit peu la touche comédie, un peu décalé, un peu bizarre, un peu dans la lune, mais peut-être au final on n'est jamais vraiment ce qu'on perçoit et les autres nous perçoivent différemment. Donc si vous me percevez comme absurde, tant mieux. Non, je c'est le pas suis ça que peut-être. je dis. Attention, non, mais j'ai rien contre en fait, mais je me suis jamais estimé du comique absurde, parce que pour moi le comique absurde c'est vraiment des trucs qui ont pas de sens, et c'est en ça que c'est déroutant. Ou l'absurde c'est je sais pas, là les films de Yorgos Lanthimos que j'adore, ou Lantinos, je sais plus comment on dit. Voilà, c'est des univers qui n'existent pas, c'est des réalités un peu fantasmées, bizarres, et j'adore, hein, mais j'ai pas trop l'impression d'être dedans, quoi. Mais peut-être que je le suis et que je me mets des œillères à moi-même, et ce qui serait un problème. Esteban, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes un personnage singulier avec votre style. Il n'y en a pas deux comme vous. C'est ce qui fait, à mon sens, votre atout, et c'est ce qui est le plus dur à trouver dans ce métier. Avoir un style, un univers à soi, que ce soit d'ailleurs dans la musique comme dans la comédie. Est-ce que ça vous en convenez ? Bon, je sais pas si moi je le dis, ça va faire un peu le mec qui se la raconte et tout, mais je suis content de me l'entendre dire. Merci beaucoup. Voilà, je regrette pas d'être là. Et non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime bien, j'ai toujours aimé cultiver une forme d'originalité. Alors, je sais pas si j'y arrive ou quoi, mais c'est vrai que c'est un truc, j'ai toujours aimé être un peu différent. Ça m'a toujours fait marrer. C'est un truc qui m'a toujours plu, et c'est pas forcément quelque chose que mon père, j'ai l'impression, lui, il était un peu plus conformiste, mais ça vient peut-être de ma mère, parce qu'elle s'habillait tout le temps chelou, ma mère, quoi. Et je me suis dit, c'est marrant. Et puis j'entendais des élèves aussi dire, ta mère est tout le temps habillée bizarre, c'est marrant. Est-ce que ça vous a influencé? Parce que c'est pas chelou, je tiens à dire, mais j'adore votre style aujourd'hui. On va le dire pour nos auditeurs. Vous avez un bandana de couleur rose pâle, un collier de couleur or un peu tressé, comment on peut dire ça? C'est vrai, et c'est une chaîne qui fait aussi chouchou pour cheveux. Chouchou pour cheveux. C'est ma girlfriend qui fait ça s'appelle Scrunchy is Back, c'est une super marque. On regardera. Et puis vous avez en plus de ça une écharpe Liverpool
Liverpool avec, vous m'aviez dit, tous les entraîneurs. Oui, j'aimais bien l'écharpe parce que il y a en très très mal brodé la tête de tous les entraîneurs, mais du coup, je pense que quelqu'un qui est de sa famille le reconnaît même pas, l'entraîneur. Est-ce qu'on peut dire j'aime que bien. vous êtes fan de foot du coup? Non, pas du tout. Non, je suis fan de cette écharpe de Liverpool. J'adore votre réponse. En parallèle, vous avez aussi un groupe de musique depuis 20 ans. Naive New Beaters, fondé avec vos amis Eurobellix et Martin Luther B.B. King. Vous vous êtes rencontrés, vous allez nous dire où, mais surtout vous avez rencontré un succès incroyable avec ce titre. Oui, c'est vrai que ça c'était un peu un... nous on dit c'est un mini-hit. Ah mais C'est notre mini-hit. Gros hit. C'est un gros hit. Il n'y a pas eu tant une mieux. pub avec cette musique? Ah si, il y a eu plusieurs pubs. Et j'avoue, c'est un single de diamant. Waouh! Je crois que c'est plus de 50 millions de streams. Vous chantez, vous avez votre succès avec ce groupe qui cumule 5 albums, Wallace, La Honda, à la folie, qui parle de rupture, Fun House, et puis alors le dernier, FT, TV, RVM. Fruitorum, un peu du latinos, J'allais vous du demander gréco-latinos. qu'est-ce que ça veut dire. Chaque album correspond à une période de vie et vous l'avez pensé comme une personne à part entière et une thérapie de groupe. Est-ce qu'on peut dire que c'est vrai ça? Ah oui, c'est vrai. Et ben, d'ailleurs, dans le groupe, on a plusieurs sortes de un peu philosophie ou de charte ou de philosophie chartée. La première, c'est RBR, c'est-à-dire reconnaissance, bienveillance et respect, avec du fun, bien sûr. Donc ça, c'est à chaque fois qu'il y a une embrouille, on dit RBR, respecte, nana, sois bienveillant et puis sois reconnaissant parce que si t'es là, c'est un peu grâce à moi, mais grâce à toi, mais grâce à lui aussi. Donc ça, c'est un de nos points de philosophie chartée. Et il y en a un autre, c'est de se dire que on est 3 dans le groupe, mais il y a une 4e personne qui est le groupe, l'entité Naive New Beaters. Donc en fait, les décisions, on essaye de pas froisser cette entité qui serait Naive New Beaters. Enfin, c'est un principe. Vous l'avez pensé comme comme un pote. Un couple. Oui, aussi. ouais. Et puis c'est un peu comme si on disait bon bah qu'est-ce qui serait le mieux pour cette personne qui est Naive New Beaters, mais en fait c'est pour nous 3, mais c'est une entité à part entière. On va tenter d'écouter un medley de vos albums. Ah là là. Restez avec nous, on continue cette émission avec mon invité, le comédien Esteban, venu nous voir pour le film en salle bientôt le 31 décembre, va des rétros, d'Antonin Perejatko avec Alma Jodorowsky notamment et d'autres acteurs. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent sur l'antenne de Radio J, mais surtout dans un instant, c'est le rappel des titres. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À l'une de l'actualité, Benjamin Netanyahou a annoncé hier soir l'approbation d'un accord gazier avec l'Égypte d'une valeur totale de 34,7 milliards de dollars. Le plus important accord énergétique jamais conclu par Israël. L'accord prévoit la fourniture de gaz naturel israélien à l'Égypte. Sur les 112 milliards de shekels que représente le contrat, environ 58 milliards devraient revenir directement aux caisses de l'État. Benjamin Netanyahou a affirmé que ces fonds seraient investis dans l'éducation, la santé, les infrastructures et la sécurité. À Jérusalem, des émeutes à Redim ont fait 10 blessés parmi des policiers après que des contraventions ont été dressées à des étudiants de yeshiva ultra-orthodoxes réfractaires au service militaire. Des manifestants ont lancé des pierres et d'autres projectiles, renversé un véhicule de police. 4 personnes ont été arrêtées à ce jour. Certains policiers ont dû être évacués pour recevoir des soins. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a condamné les violences et a déclaré que les attaques contre les policiers franchissaient une ligne rouge.
Des responsables français, saoudiens et américains se sont rencontrés aujourd'hui à Paris. Ils se sont tous mis d'accord pour organiser une conférence en février visant à soutenir les forces armées libanaises. L'objectif est de renforcer les conditions permettant de suivre et de vérifier le processus de désarmement du Hezbollah tout en dissuadant Israël d'une action militaire majeure. En France, la nourrice ayant intoxiqué une famille juive condamnée à de la prison ferme, mais la circonstance aggravante d'antisémitisme n'a pas été retenue. Leïla Y, nourrice algérienne de 42 ans, a été condamnée à 2 ans et demi de prison pour avoir versé des produits ménagers dans des boissons et cosmétiques d'un foyer juif. Enfin, un jeune homme de 22 ans a été interpellé et placé en garde à vue hier dans le cadre de l'enquête sur la cyberattaque massive visant les serveurs du ministère de l'Intérieur. Le suspect a déjà été condamné cette année pour des faits similaires. Ce délit est passible de 10 ans de prison. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec le comédien Esteban et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication de l'hebdomadaire Actu J. Cette semaine, retour sur l'attentat de Sydney. Après l'épouvante et la sidération, l'enquête. Et puis, pour toutes les démocraties, la riposte nécessaire face à la menace d'un antisémitisme plus globalisé que jamais. Abonnement papier ou digital, c'est vous qui choisissez sur actuj.com. Actu J, l'hebdomadaire de référence de la communauté et du monde juif. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, le comédien Esteban, rôle principal de la comédie épouvante Va des Rétros. Au cinéma le 31 décembre, vous serez aux côtés notamment d'Alma Jodorowsky, Pascal Légitimus, Ariel Dombal, Pascal Tagnati, Yolande Gontran, Philippe Duquesne. Ce sera donc en salle. Est-ce que c'est votre premier rôle ? Non, dans un film de mon papa, j'avais le premier rôle dans l'aventure extraordinaire de Papa peu ordinaire que vous avez cité. Et sinon, j'ai eu des premiers rôles, mais plus déjà dans les films que moi je fais, mais qui sont plus des courts-métrages ou des séries, dans Tétard, par exemple, avec Bérangère Krief. Voilà. Mais j'avoue, au Cinoche de maintenant que je suis adulte, oui, je pense. Ma réponse est oui. C'est l'histoire de Norbert, un vampire de bonne famille, vous l'avez dit tout à l'heure, aristoréaque, qui doit trouver une femme de sang pur à mordre et à épouser s'il veut survivre et ne pas être renié par ses parents. Envoyé en bateau au Japon, accompagné de son valet gardien de musée, il va faire naufrage sur l'île de Boulet Rouge. Bande-annonce. Debout là-dedans. Vous êtes arrivé ? Norbert, tu as mordu ? Pour entrer dans l'âge adulte, un vampire doit mordre. Sinon, une malédiction s'abattra sur sa famille. S'il ne mord pas rapidement, immortel. Nous sommes foutus ! On trouve une jeune fille riche au sang pur sur cette île, et l'affaire est dans le sac. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Les vampires, ça n'existe pas. Enchantée, Marie Chelou. Et de toute façon, les vampires ne peuvent pas rentrer dans une maison sans y avoir été invités. J'aimerais beaucoup vous inviter dans ma chambre pour une petite partie de jambes en l'air. Non, c'est bon. On ferme les fenêtres, c'est pas bon pour les vampires. S'il y a un esprit dans ce lieu, convoquons-le. Et on allume la clim. La clim? Non mais ça va pas. Et la planète alors? Allez hop, on ouvre tout ça. L'île est sous la malédiction du diable! Vous allez me faire 3 longueurs d'Ave Maria, à genoux! Le corps du Christ. T'es vegan, votre truc? De la farine et de l'eau. Allez, ouvrez la bouche. Mais le corps du Christ, il est vegan. Comment? Par l'opération du Saint-Esprit. J'ai trouvé ce film hilarant, je vous dis la vérité, Ah, évidemment. trop bien. On est
À mon sens, dans un esprit de Hunters sur Prime, il y a un petit peu de ça, mélangé à l'univers, je dirais, de chapeau melon et bottes de cuir dans les années 90. C'est vraiment très très personnel, évidemment. Ah, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu à l'ancienne, un peu chic, mais pas trop. C'est ça. Oui. Avec peut-être les codes du court-métrage aussi. Et j'aimerais parler du rythme de ce film, dont on pense que à un moment donné, la folie va s'arrêter et finalement, elle est crescendo. Et ça, je trouve que c'est assez rare quand même dans le cinéma aujourd'hui. Trop bien. Est-ce que c'était volontaire, ce côté un petit peu comme ça, la folie qui évolue jusqu'à quelque chose d'assez explosif à la fin ? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu ça aussi, les films comiques. On essaie de toujours que ça aille de plus en plus loin, et puis justement, le film il devient un peu plus foufou, tout en commençant assez barré, quoi. Assez barré, et ça y va, ça continue évidemment. Les gentils ne sont pas si gentils. Je pense notamment à la tortue. C'est vraiment un animal qui est extrêmement gentil. On voit que finalement, dans ce film, pas du tout. Il y a une phrase à retenir à mon sens, on va parler des sujets bien sûr, mais c'est au fond les gens aiment la police et la religion c'est quoi ? C'est la police de l'esprit, et à ce moment-là, un personnage fait rentrer le représentant des cultes religieux. C'est un moment très fort je trouve dans le film. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu dans ce film, c'est une grosse comédie et puis c'est un film d'aventure aussi, mais c'est vrai qu'il y a des trucs aussi sur la société actuelle, sur les religions. C'est un peu, moi je trouve c'est un peu à la Voltaire qui tape un peu sur toutes les religions, mais au final il y a un peu une sorte de truc de toutes les religions elles s'unissent pour virer un peu le diable de l'île, donc je sais pas si elles y arrivent vraiment, mais voilà, on laissera aux spectateurs le soin d'aller vérifier par eux-mêmes si c'est efficace. Vous parlez beaucoup de religion, mais il y a énormément de sujets de société évoqués dans ce film. La sexualité, le film évoque aussi le thème de la jeunesse éternelle, on se doute bien parce qu'il y a le vampire, le sang pur avec le racisme, des non-binaires, le changement de sexe, la cryogénisation, la religion bien sûr, un peu moquée avec cette phrase qui m'a fait hurler de rire, parce qu'il y a l'absence du juif dans ce film-là, parce qu'il a envoyé une petite carte en disant « Je ne viens pas parce que vous êtes tous des antisémites ». Hilarant. La cuisine moléculaire, le charlatanisme surnaturel, l'urbanisme et la surconsommation, l'ayahuasca, l'au-delà, la nature, la végétalisation. Honnêtement, c'est truffé de sujets de société dont on parle énormément. Oui, et c'est pour ça que c'est un film qui marche un peu sur des œufs, parce que ça y va un peu cash dans tous les sens, quoi. Et voilà, c'est pas évident non plus. Il est toujours au bord d'un précipice et au bord d'une montagne. Enfin bon, il est assez touchy au final. Est-ce que c'est ce qui vous a plu dans ce choix de film et dans ce rôle ? Moi, disons que j'étais plus... ouais, parce que c'est de toute façon globalement l'univers d'Antonin Perez-Jadko, parce que dès ses premiers films, La fille du 14 juillet, il y a toujours une forme de dénonce ou une forme de regard sur la société actuelle, sur les dérives, sur, je sais pas, que chacun va défendre sa paroisse au détriment des autres. Il y a toujours un petit peu ce côté critique. Mais j'avoue que moi, j'étais vraiment séduit par un tout, hein, et surtout par Antonin qui est devenu un copain, parce que c'est pas le premier projet qu'on fait ensemble. Mais j'aimais aussi ce côté très aventure, j'aimais ce côté voilà de faire un film un petit peu bricole, parce que je pense notamment aux effets spéciaux. Maintenant, on est beaucoup dans les effets vidéo, ce qu'on appelle les VFX. Mais lui, Antonin, il voulait vraiment beaucoup faire de SFX, c'est-à-dire des effets spéciaux qu'on fait sur le tournage. Genre, il y a une seringue avec de la peinture rouge, et puis c'est le sang, et puis il était plus de sang, et puis on a des tuyaux partout, et puis on essaye de faire gicler le sang, et puis il était jamais content. Il était non, mais il n'y a pas assez de sang. Là, il y en a beaucoup, hein, vous lui direz, il y en a énormément. Mais donc il y a un côté
côté ludique du cinéma que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours dans son cinoche. Donc j'avoue, moi, c'est ce côté qui me fait vraiment marrer, quoi. Le côté, voilà, on a des costumes, on a des prothèses dentaires qui nous font même mal aux dents, mais c'est pas grave. C'est c'est ce côté s'amuser comme des gosses, quoi, quand on s'amuse avec des jouets, quoi. Vous avez quand même embarqué pas mal de gens avec vous, notamment, je pense à Ariel Dombal, qui est hilarante en mère castratrice. Ouais, il qui faut fait le ma dire. maman, voilà, c'est votre vrai, mère dans le film. Il y a également Pascal Légitimus. Et qui parle dans une soupe. Bon, on la voit souvent dans la soupe. Oui. Et alors à un moment donné, vous dites une phrase dans la soupe, et c'est une phrase qu'on dit habituellement pour autre chose. Et bref, les auditeurs viendront le découvrir. Si vous voulez le dire, dites-le. Mais je m'en rappelle plus, mais j'avais envie de le dire. Mais d'un c'est coup, pas un cheveu dans la soupe. Bon bref, je sais plus. C'est pas bien important, mais en tout cas, c'est extrêmement drôle. Il y a du cru, du gore évidemment. Tout ça par le thème du vampire. Beaucoup de sujets de société sont évoqués. On va le dire quand même, âme sensible, s'abstenir. Je ne sais pas si le film est autorisé aux moins de 16 ans. Vous allez nous le dire. Ouais, il l'est, je crois. Hein, il n'a pas le truc moins de 16 ans, mais je trouve qu'il y a quand même un truc très cartoonesque. Et au final, je sais pas, moi, mon petit, il a 4 ans et demi. Je me dis, je pense qu'il va avoir un peu peur parce que je fous un peu les boules dans ce film quand même. Et puis il m'a mis des sacrées prothèses dentaires, on dirait des chicots vraiment dégueulasses, quoi. Donc il va peut-être flipper de moi. Bien qu'il soit venu sur le tournage et qu'il ait vu l'artifice, mais il n'arrive pas bien à comprendre que c'est pas vraiment vrai. Mais je crois qu'il y a quand même un esprit, ludique, des doigts qui marchent tout seuls, des trucs comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a un côté cartoonesque et il fait pas vraiment peur. Et puis les trucs de société, les sujets un peu plus sérieux qu'on critique ou qu'on évoque de façon ironique ou quoi, il est pas assez grand pour vraiment capter le truc, quoi. Je trouve le film très intéressant et je le dis pour nos auditeurs, à mon sens, il faut le voir deux fois. La première fois pour le découvrir et comprendre évidemment certaines choses, mais je pense que la deuxième fois, on comprend tout parce qu'il y a beaucoup de petits détails, à mon sens, sur les phrases, sur la compréhension des choses, où ça mérite qu'on s'y intéresse plus longuement. Ça nécessite la réflexion dans ce film-là, où je trouve que c'est quand même très dense sur beaucoup de sujets, très très d'actualité et très intéressant évidemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai que c'est un truc, mais c'est marrant que de dire ça parce que c'est vrai que moi quand je l'ai vu la deuxième fois, alors que j'avais bien quand même poncé le scénario puis que j'avais tourné et tout ça, et c'est vrai qu'il y a des trucs que je commençais à comprendre après, quoi. J'étais là, ah oui, mais d'accord, ok, ça j'avais pas capté que là il parlait de ça. Enfin bon, là on peut pas vraiment citer les trucs, mais c'est quand même un film un peu à tiroir et oui. Parfois on croit que on a compris un peu le propos et on le prend au premier degré, puis au final on s'aperçoit que la réflexion elle va un peu plus loin, mais ça reste quand même un film comique, mais vraiment moi j'aime bien la comparaison avec Voltaire et Candide. Déjà c'est un de mes livres préférés et je trouve que il y a tous ces sous-tiroirs et toute cette ironie, et elle est hyper présente dans Va des rétros. D'ailleurs je crois que c'est aussi un des trucs qui m'a vraiment excité dans ce film, c'est du Candide gore, quoi. Un film avec beaucoup de subtilité. Pour citer le réalisateur Antonin Perret-Jatko, il dit: ce qui me plaisait, c'était de faire un film grand guignol sur les frontières de la vie. C'est un sujet trop sérieux pour le laisser uniquement à des gens sérieux. Allez voir ce film en salle le 31 décembre. Tout de suite, on va parler littérature. Radio J. Bonjour Annabelle Chakmes. Bonjour Cyrielle, bonjour Esteban. Hello. Après avoir lu le résumé de votre film Va des rétros, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin et je me suis demandé ce qu'il restait dans l'esprit d'un homme des femmes qui ont marqué sa vie. Est-ce qu'il se souvient vraiment de la première, celle des premiers apprentissages, mais aussi des autres? Et c'est ce qui m'a donné envie de vous parler du livre de Michel Jean, Une vie à aimer, qui est sans hésiter le plus beau roman que j'ai lu ces derniers mois, peut-être même l'un de ceux qui a le plus marqué ma vie de lectrice.
Expliquez-nous en détail ce que raconte ce livre, Annabelle. L'histoire est à la fois simple et vertigineuse. Un homme d'âge mûr est victime d'un accident qui le laisse dans un état quasi végétatif. Il ne peut plus parler, plus bouger, mais à l'intérieur, tout est intact. Et depuis ce silence imposé, il raconte. Il raconte les 3 femmes qui ont marqué sa vie. Anne-Louise, son amour d'adolescence, quand tout n'est que le fulgurance, un amour peut-être un peu gauche, mais sans aucun doute fondateur. Hélène, un amour fluide, profond, ancré. Celle avec qui il a un enfant et construit jour après jour entre les joies simples et les épreuves. Celle qui fut à la fois la femme et le drame de sa vie. Et puis Simone, l'amour inattendu, celle qui arrive quand on ne croit plus à rien, on croit que tout a déjà été écrit. Une lueur tardive et bouleversante qui prouve qu'il n'est jamais trop tard. 3 amours, 3 manières d'aimer, mais surtout cette évidence qui s'impose peu à peu, c'est en aimant qu'il s'est senti vivant. Pas dans les réussites, ni dans les rôles, mais dans ces élans bruts, parfois maladroits, toujours nécessaires. Une analyse, qu'est-ce qui vous a touché, Annabelle, dans cet ouvrage ? Ce livre m'a bouleversée par sa force tranquille. Il n'y a rien de forcé, juste une sincérité désarmante, une beauté nue qui semble fragile, mais ce qui est sublime et touchant à la fois, c'est cette forme de vulnérabilité qui est totalement assumée. Michel Jean écrit l'amour sans lyrisme excessif, mais avec une justesse qui touche droit au cœur. Par exemple, quand il raconte celle qui a été la femme de sa vie, il écrit « Dans l'univers d'Hélène, je me sentais soulagée de mes angoisses. J'étais meilleure. Que pouvais-je espérer de plus de la vie ? Je n'étais pas général, mais j'étais le roi du monde, celui d'Hélène. » Que ce soit lorsqu'il raconte l'histoire des peuples autochtones du Québec ou son passé de journaliste de guerre, Michel Jean est un virtuose du réel. Son écriture n'a pas de filtre. Elle va à l'essentiel dans une forme d'urgence narrative qui épouse parfaitement ici l'état du narrateur d'une vie à aimer. Puisque tout peut s'arrêter à tout moment, alors chaque mot compte. En conclusion, je dirais que, écrit par un auteur selon moi majeur de la littérature québécoise, mais surtout par un homme profondément humain, Une vie à aimer est un livre magistral. C'est un ouvrage d'une rare puissance qui parle d'amour sans le romantiser, mais qui aide surtout à ne pas oublier que parfois, aimer suffit à donner du sens à toute une vie. Je ne peux donc que clore la lecture de cet ouvrage en vous souhaitant, chers auditeurs, d'être un jour aimés avec autant de passion, de fulgurance, mais surtout de conviction. Une vie à aimer de Michel Jean aux éditions Alain Stanquet. C'est disponible sur les plateformes de vente en ligne. Merci beaucoup, Annabelle Chakmes. Merci à vous. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle, bonjour Esteban. Hello. Ça a donné envie ce livre. Écoutez, j'étais en train de me dire... Oui, je vais l'acheter à ma maman. Pour Je suis en train de me dire comment faire des blagues après ça, Annabelle, merci, parce que là j'ai juste envie de me mettre sous un plaid et de lire le livre avec des pop-corn. Alors Esteban, va des rétro, c'est l'histoire d'un vampire qui subit une pression familiale énorme. Autant vous dire que chez nous, on appelle juste ça un repas de famille. Parce que l'histoire d'un type à qui sa famille dit « Bon, maintenant, il faut y aller, c'est ton rôle, c'est la tradition, compte sur toi », franchement, ça parle pas qu'aux vampires. Ça parle aussi aux, mesdames et messieurs, aux juifs. Et oui, chez vous, la pression familiale, c'est « Norbert, t'as 350 ans, il serait peut-être temps de mordre quelqu'un. » Chez nous, c'est « Écoute, t'as 27 ans, il serait peut-être temps de te marier. » Bon, à 30 ans, c'est plus un conseil, c'est une réunion de crise. Mais bon, cette époque, pour moi, est un peu révolue. Je l'ai subie, mais elle est révolue parce que depuis, j'ai coché toutes les cases. Un mari, un fils, une fille, Mazal Tov. Ma place au Gan Eden est quasiment assurée. J'ai encore 2-3 trucs à régler avec le boss là-haut, mais bon, on est globalement plutôt bien. Dans Vin des rétros, si Norbert ne mord pas une femme au sang pur, sa famille disparaît, le château s'effondre, la lignée est maudite. Chez nous, si tu ne te maries pas, personne ne disparaît, mais ta mère déclenche une cellule de crise avec tes tantes. Un truc plus organisé que la CIA. Faut imaginer un peu le truc. Des dames autour d'un thé nartar brûlant. En fond sonore, l'épisode 1874 des Feux de l'amour. Un peu de pro-retour au chaos pour aider un petit peu. Et sur un tableau blanc, des photos de potentiels maris. Lui, t'en penses quoi pour ta fille ? Mais tu rigoles, son père il est radin comme pas possible. Ça va, toi aussi tu cherches la petite bête. Quelle petite bête ? Il a un œil qui part un peu. Regarde-lui plutôt pour ma fille, un petit Tara James Dean, non ? Qu'est-ce James Dean ? C'est ta cataracte qui parle ou quoi ? Voilà un petit peu, vous voyez un peu l'idée ? Et évidemment, le vendredi soir, entre 2 coups de fourchette, dans ta boulette, t'as la voisine qui s'est invitée toute seule, qui lâche. Tu sais, ta cousine Rivka, elle a déjà 2 enfants. C'est pas une menace, mais ta mamie, elle aimerait bien voir ça de son vivant. Ah oui, alors la classique. La classique. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ma mamie, elle est déjà morte. Ben justement, voilà. Donc Stéphane,
C'est horrible, putain. Pardon, c'est horrible. Bon, donc Esteban, vous voyez, on n'est pas si loin de Vadé Rétro, l'anémie en moins. Et ce que j'aime vraiment dans votre film, c'est que sous le vampire, sous l'absurde, il y a un type qui essaie juste de trouver sa place sans trahir sa famille, sans se trahir lui-même. Et ça, franchement, que tu sois vampire aristocrate ou enfant juif un peu trop observé, c'est universel. Alors, merci pour ce film, parce que grâce à Vadé Rétro, vous pourrez enfin dire à votre famille, mesdames, laissez-moi tranquille, je traverse juste une phase vampirique et c'est OK. Ok. Waouh, merci beaucoup, Sarah Elbaz. Merci pour cette chronique, évidemment. C'est la dernière de l'année, mais on se retrouve à la rentrée. Et oui, avec plaisir. Voilà, on Cyrielle. se souhaitera les bons vœux à la rentrée, parce que c'est péché, il semblerait-il, avant. Allez, tout de suite, c'est évidemment le portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. N'ayez pas peur, Esteban. Comme toujours à la fin de cette émission. Psychologique, il faut pas. C'est votre portrait dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Esteban. Mais moi aussi j'ai peur. Ah bon, bah voilà, Parce que c'est des peurs réciproques. D'habitude vous mordez peut-être. Et là je me dis, lequel de nous deux va mordre l'autre. Alors vous inquiétez pas, moi je vais pas vous mordre. Ça passe. Je vais essayer, face à une personnalité qui peut être complexe et split, de ne pas être boring, mais en gardant un peu de naïveté. Ah, j'ai entendu les jeux de mots. Et ouais, ils étaient entre les lignes. Et il fallait les choper. On va rester RBR. RBR, avec du fond. Alors, vous avez vécu une enfance aux États-Unis pendant 10 ans qui était sympatoche, qui était cool, et qui était stylée. Et vous avez déménagé, et en fait, vous avez fait beaucoup de plateaux. Beaucoup de plateaux, et on a vu papa, on a vu ce décor, cette scène qu'on a apprivoisée, et ces rôles. Vous avez été vous-même très jeune acteur, et vous avez vu tout ce monde-là. Ce monde-là, ça vous a dit quelle est ma place et comment je vais faire pour trouver ma place. Même si au départ j'étais timide, mais j'étais timide jusqu'à cet exposé de géographie, et puis ensuite avec le BDE, à mon avis, il n'y avait plus de timidité. Ouais. Mais, et puis en fait, comme mon père me dit que lui aussi il a été timide, et que maintenant il est devenu ce qu'il est devenu, moi ça m'a permis d'être qui je suis. Alors on a grandir dans ce monde artistique, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée qu'il y a une transmission qui est implicite. Ça veut dire qu'il y a une transmission, vous avez vécu tout ce passage-là, et puis ça vous a peut-être donné cette liberté créative. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que vous êtes complètement libre de faire ce dont vous avez envie, et comme vous avez envie. Mais on vous a donné quand même un peu des ressorts, et on va le voir plus tard. Des rapports aussi décomplexés par rapport à la scène, parce que vous êtes à l'aise et vous êtes un peu chez vous. Et puis ce père vous a permis cette désinhibition créative. Ça veut dire de faire ce dont vous avez envie et quand vous voulez. Alors derrière, il y a ces personnages multiples. Parce que moi, en tant que psy, ça m'intéresse. Ah ouais. Michael, on va David, me tomber dessus. il y a Esteban. Forcément. Ma mère, elle supporte pas. Elle dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? T'as honte du prénom qu'on t'a donné ? Et non, en fait, moi, je vois ça, avec vous, comme de la protection et de la liberté. La protection, parce que ça vous permet de vous protéger. Ça veut dire, dans un axe, j'ai cette personnalité ou ce prénom. Et puis, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a fait la boulette. Voilà, donc c'est Esteban au cinéma et puis c'est David à la chanson. Donc je mélange pas les deux. C'est une façon de me protéger. Et puis c'est pas lui. Et puis ça vous permet d'avoir une liberté. Comme le 4e personnage de votre groupe, qui est une entité aussi. Ouais. Et donc cette liberté, c'est qu'on met pas tous les œufs dans le même panier. On met pas tout dans un seul moi. Mais ce moi se décompose et il est vivant. Il n'est pas en contradiction, il n'est pas en conflit, mais, comme vous nous l'avez dit, peut-être que vous êtes un homme à tiroir. Et ce qui est drôle, c'est que on retrouve ça dans votre famille parce que... Ce qui n'est pas commode. Oh, pardon, j'ai essayé un jeu de mots, moi aussi. Je vais essayer de ne pas en faire une console. Mais ce qui est drôle, c'est que dans votre famille, il y avait aussi ce grand-père qui était un rabbin et qui n'était pas un rabbin. Qui s'est fait passer pour un rabbin. Déjà, Isaac, tu nous as bien carotte à tout le monde. Et on a déjà dans cette idée-là. Alors, vous avez une autodérision. Cette liberté vous donne une autodérision qui est, j'aime bien les mots que vous avez utilisés, qui est décalée. Et reprendre cette expression de votre maman, un peu dans la lune. Et c'est ça qui fait, comme l'a dit Cyril, toute votre originalité et en fait une force qui fait que, comme vous êtes différent, vous êtes original. Et en fait, vous êtes vous-même. Et on ne fait pas attention au regard des autres. Et on garde sa propre liberté. Donc ça, c'est une force. Et ça, c'est pas du tout je l'accepte, je le prends. Alors, pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'on a appris de vous ? Non, on continue là.
Qu'est-ce qu'on a appris de vous j'économise sur 80 balles, Radio là. J? Non, pas encore. On a appris que vous étiez quelqu'un de ludique par rapport au code, par rapport aux normes, par rapport au genre. Et ce film vous va très bien parce que il y a plein de discussions sur nos faits de société, comme l'a dit Cyrielle. Vous êtes un créatif polymorphe. Ça veut dire qu'on vous retrouve partout, au cinéma, dans l'humour, sur la scène. Et vous êtes un peu chez vous, dans toutes ces maisons, dans tous ces tiroirs, une belle commode. Et vous êtes à l'aise avec le masque, parce qu'avec vous, il n'y a pas de confusion identitaire. Vous passez de l'un à l'autre sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et le psy vous dit qu'avec votre autodérision, il n'y a pas de problème narcissique. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ah ben, je suis rassuré. Alors, je voulais, juste pour finir, dire que, en fait, vous nous avez dit, on se laisse guider par l'artistique. Et c'est exactement ce qui se fait. Et je rajouterai une petite phrase que vous nous avez dit aussi, mais on ne vous arnaque pas. Et vous nous avez dit, je me satisfais du peu en voulant plus. Alors nous, on vous dit encore et encore. Oh là là, chair de poule, Merci chair de beaucoup poule. Christian Richaud, notre Ah ouais, psychanalyste merci, que l'on retrouve Cricri. tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À bientôt Cricri. Merci. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec Oh vous, non, Esteban. déjà, moi Merci. je reste l'après-midi. Avec grand plaisir, on vous garde. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour ce film Va des rétro au cinéma le 31 décembre, rôle principal que vous tenez. Bonne chance à ce film. Bah oui, il lui en faut. Eh ben, on espère. En tout cas, allez le regarder. Hein. Vous sortez d'une tournée de concert, vous étiez il y a en début de mois à la Maroquinerie, je crois savoir le 5 et 6 décembre. Oui, c'est vrai, avec mon groupe Naive New Beaters. On vous suit sur les réseaux sociaux pour voir prochainement s'il y a d'autres dates éventuellement. Oui, c'est vrai, Esteban Naive New Beaters ou Naive New Beaters tout court. Et rapide comme ça, peut-être de 2026, je sors un album solo, un peu de reggae chelou dance. Ah, wow. Mais en tout cas, je me le dis à moi-même et je le dis à vous. Comme ça m'oblige de le faire. C'est Wow. comme quand on dit ouais, j'ai arrêté de fumer, puis qu'on n'a pas arrêté de fumer, ça nous oblige à le faire. Écoutez, je prends l'information. J'espère qu'on vous recevra pour en parler. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Tana Noukaïef. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le lundi 5 janvier dès 15h pour toujours plus d'invités, d'émotions et de découvertes artistiques évidemment. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. C'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. Mais d'abord, belle écoute. À très vite.